Nouveau numéro de votre émission Entretien qui reçoit ce jour Elvis Tambwa Mwampwele, étudiant à l'ICOM, à l'Université de Lumière en France, ancien étudiant à l'Université catholique du Congo. Il a passé 2 ans dans la faculté des communications sociales. Aujourd'hui, il revient et il met à la disposition des lecteurs du monde son tout premier roman, Makila. C'est vrai que nous avons échangé autour de ce roman, son histoire, le contenu et pourquoi aujourd'hui, 2 ans après, Elvis Tambwe, merci d'être avec nous. Merci Jordi Kenga. Oui. Alors première question, pourquoi Makila? Comme je vous ai dit pendant l'entrevue de la fois dernière, Makila parce que c'était le titre qui me convenait le plus, parce que c'est très imagé, comme je vous dis, quand on dit Makila, c'est comme quand on parle du ciel, on voit la couleur bleue. Makila c'est tout rouge et pour dire sang aussi. Pour dire sang aussi, c'est qui est sang en lingala. Et parce que Makila c'est partout, dans tous les rites, que ce soit la religion, il faut égorger, il faut qu'il y ait du sang, tout ce qui est royauté et autres. Et aussi dans ce cas parce que je me suis dit que c'était une sorte de chaîne qui te lie à moi par exemple en tant que citoyen du Congo. C'est le sang qui détermine qu'on est de tel territoire, pas que c'est aussi une sorte d'identité justement. Et que partout où nous sommes, nous sommes congolais, nous sommes congolais. Par le sang. On parlera pas de tribu, j'en ai vu d'ailleurs beaucoup de spots qui parlent pas de tribalisme, on est tous congolais. Voilà une signification de tout ça, Makila. Et aussi parce que c'était le titre qui convenait le plus, parce qu'à la base, je voulais partir sur Enfant Soldat ou encore Massassi, mais Makila, je me suis dit que c'était celui qui touchait plus. Et pourquoi pas un titre en lingala aussi. C'était un peu ça le déclic. Ça vous fait bizarre d'aujourd'hui quand on vous appelle auteur, écrivain? Un peu parce que je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai envie de dire que c'est la littérature qui m'a appris pendant que je n'étais pas prêt. Et moi, à la base, j'écrivais des petits trucs à gauche, à droite, qui n'avaient ni tête ni queue, je me disais toujours. Mais aujourd'hui, je me suis mis à fond sur un truc et qui aboutit et les gens en parlent. Et on me reconnaît même dans la rue, ça fait assez bizarre. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce roman, finalement? Ce qui m'inspire ce roman, bon, en vrai, c'est une grande généralité dans plusieurs sens. Déjà, des bases, c'est que les enfants soldats, surtout déjà, parce que c'est un fait. Et parce que déjà, à la base, je me dis, mais la place d'un enfant, c'est l'école. Il ne peut pas prendre les armes, tu vois. Et finalement, je me suis dit, bah écoute, avec beaucoup d'observation et beaucoup de recul, en regardant ceux qui traînent dans la rue, c'est là que tu te dis, mais écoute, qu'est-ce qu'ils font là? Et en même temps, même, j'arrive à évaluer les opportunités et les chances que j'ai eu à avoir, que tu as eu à avoir aussi de fréquenter les bancs de l'école. Et je me dis, pourquoi pas les autres? Et je suis parti dans un délire d'enfant soldat. Et c'est vrai qu'enfant soldat, Makila, c'est un champ assez restreint d'une certaine catégorie de personnes qui sont enfants et qui sont soldats. Mais dans la généralité, il y a tout ce qu'on appelle chégué, il y a tout ce qu'on appelle tout ce qui traîne dans la rue. Tous se retrouvent dans le même secteur en fait, c'est le même panier. On va entrer un peu dans le contenu. Dans ce roman, vous racontez l'histoire d'un enfant, Chitoala, innocent devenu enfant soldat par les circonstances qui l'entourent. C'est un mal, vous pensez, qui ronge encore la société congolaise aujourd'hui? Oui, c'est toujours d'actualité, vous savez, c'est assez triste malheureusement. Récemment, j'ai eu même à voir un reportage de Brutix qui était sur le terrain en train d'échanger avec un enfant soldat qui a, j'ai envie de vous dire, entre 11 et 13 ans, qui a les armes. Et c'est l'un des plus dangereux en plus, malheureusement. Et c'est toujours d'actualité, en fait. Bon, en ce moment, avec tout ce qui est état des sièges, je félicite tous ceux qui sont à fond, au front pour tout ça. Mais malheureusement, il y en a toujours. Malheureusement, c'est toujours d'actualité. Après votre, on va dire ça comme ça, décryptage, votre analyse, quelles réponses, est-ce que vous avez trouvé des réponses à vos questionnements? Pourquoi eux? Pourquoi pas nous? Oui, j'ai envie de vous dire que j'ai trouvé beaucoup de réponses, mais après ça part de moi. On va peut-être pas partager la même opinion, mais c'est que personnellement, je me suis dit, déjà il faut un très bon fonctionnement, pas que pour la scolarité justement, mais il faut beaucoup de réflexion, beaucoup de recul aussi. En fait, parce que en parlant de ça, j'ai l'impression que quand on parle du Congo, nous souvent qui habitons Kinshasa, on oublie que d'autres provinces existent.
On a l'impression que bon, la vie se passe à Kinshasa, tout se passe là, c'est tout. Mais après, il y a beaucoup de tribus, il y a beaucoup de provinces. Actuellement, il y en a 26. C'était 11 à la base. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en catimini, et très loin et assez reculé, que personne ne sait. Le roman, il est très fourni en détails, histoire, vous racontez depuis l'époque coloniale, un peu jusqu'à aujourd'hui. Comment vous avez fait pour vous ressourcer? Alors, déjà, il faut dire que je suis fort en imagination. et depuis petit, je me racontais des histoires débiles à moi-même, donc c'est venu assez facilement pour écrire. Mais aussi, il faut se documenter. Je me suis beaucoup documenté. Et quelque chose que j'ai encore fait, que je me félicite d'ailleurs, c'est d'avoir échangé avec des gens qui étaient démunis. On les croise partout, vous savez. Ça se trouve, on le croise dans la rue, mais chacun fait sa route. Il suffit juste d'avoir une minute, de te poser, de demander comment tu vas. Et c'est là que tu vas comprendre qu'il y en a qui sont vraiment dans la merde. Vraiment. Alors, c'est juste ces petits entretiens, les petites entrevues à gauche, à droite, que j'en ai eu même hier soir d'ailleurs. Et c'est à partir de ça que tu peux avoir beaucoup d'informations, des gens qui vivent vraiment la chose. Mais c'est un peu ça, et beaucoup de documentation aussi, beaucoup de documentaires, beaucoup de livres, et beaucoup d'histoires. Vous utilisez des mots, on va dire, forts, des mots crus. Par exemple, quand vous parlez de Léopold II, vous l'appelez Seigneur. Pas Seigneur, S-A-I-N, Seigneur. Pourquoi? Comme Seigneur. Parce que, bon, en fait, c'est un jeu de mots. On peut dire que c'est les calembours, je sais pas. Mais on parle des seigneurs comme la seigneurie d'une personne, quelqu'un de supérieur, un dieu. Mais aussi, c'est un jeu de mots juste dans la sonorité. Seigneur, quelqu'un qui fait saigner. Parce que, en fait, être cru ou pas n'est pas là le problème. En fait, la chose qu'on doit accepter, qu'on doit regarder droit dans les yeux, c'est qu'on ne peut pas maquiller la réalité. Quand il faut dire qu'il a tué, il faut dire qu'il a tué. Il ne faut pas dire, bon, il a pris, il a mis fin à... Non, il faut aller direct. Si c'est quelqu'un qui a fait du mal, il faut dire qu'il a fait du mal. Qu'il soit roi, peu importe. C'était un démon, c'était un tueur, il a fait. Il faut pointer du doigt à la personne. On l'appelle un chat par son nom. Ou c'est un chien qu'on appelle par son nom. Dans le même registre, ce mal, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, le traitement réservé à nos aïeux, vous pensez qu'aujourd'hui nous en sommes vraiment libérés, véritablement? Malheureusement, je veux dire qu'on est un peu loin. J'ai envie qu'on se libère. C'est un souhait. Mais après, c'est les dictats de la société, vous savez. C'est les dictats de la société. Ceux qui se disent puissants donnent leur loi, enfin ils imposent, ils disent tiens écoute, nous on est puissant, on dit que A plus B, ça c'est ça, c'est ça. Et quelque part, moi je me dis qu'on n'a pas eu beaucoup de sens de critique, ou qu'on s'est réveillé assez tard, mais ils ont pris le large déjà, ils sont allés assez loin et on se relève après. Et qu'on a surtout beaucoup de complexes déjà entre nous. Déjà si on se serre la main, on se lève et on dit que bon, notre religion c'est la meilleure, notre culture à nous c'est la meilleure, notre façon à nous de voir les choses c'est la meilleure, on avance. Tant qu'on se dit, bon, on va pas se mettre à copier les uns les autres, ou dire que Boulamata, ou bien qui c'est le gouverneur, l'homme blanc qui est venu, qui est plus que moi, bah, si on continue comme ça, tu lui donnes la valeur, il sera toujours au-dessus de toi. Mais tant que tu dis toi-même, bah écoute, je suis la tête, j'ai un cerveau comme lui, j'ai 2 bras comme lui, j'ai 2 jambes comme lui, je peux faire plus que lui ou comme lui, pourquoi pas? C'est ce qui a créé ce contexte, on va dire, d'infériorité entre nous. J'ai envie de dire ça. Beaucoup de complexes. En fait, on ne s'assume pas tel qu'on est, tel que nous sommes. Tant que moi je me dis, bah écoute, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. Qui que tu sois, asiatique, noir, blanc, américain, je suis africain, je me dis que je suis meilleur, c'est tout. Le roman, il semble intemporel. Comment vous l'expliquez? Alors, avec la temporalité, j'ai toujours eu un souci avec la temporalité, j'ai pas de montre. Et je me dis que, en fait, tant que j'ai pas de montre, tant que je parle pas de temps, j'ai tout le temps. Okay. Alors dès le début, on se met dans l'entrée de jeu, et aussi il faut partir avec l'histoire de la guerre aussi. Moi je me dis toujours que quand c'est la guerre, il n'y a pas de temps. Personne n'est pressé. Personne ne regarde l'horloge pour aller acheter du pain, par exemple. On sort, tu prends ça et tu prends ci, c'est tout. Alors on est parti sur un délire intemporel où c'est vide, c'est informe. Parce qu'en fait au final, la guerre au passage, ça rase tout. Il n'y a rien, il n'y a ni riche ni pauvre pendant la guerre. On est tous sur le même pied d'égalité. Combien de temps ça vous a pris, cette production? On va dire qu'il faut rappeler déjà que vous n'étiez pas, c'était pas du domaine, ça vous est venu comme ça. Combien de temps finalement ça prend? Écrire un livre? Écrire un livre, aussi fourni, de bonne qualité. J'ai envie de dire que ça prend beaucoup de temps.
En fait, j'ai eu assez d'avance, s'il faut dire. Hein. C'était une sorte de course en quelque sorte. J'ai participé à 2 concours d'écriture quand j'étais en France, justement. Ok. Et je crois que j'étais même hors thème. Parce qu'on parlait c'était Nuit Blanche. Je voulais parler de la guerre, faire comprendre aux gens ce qui se passe, mais en parlant de Nuit Blanche. Et j'ai écrit des petits trucs, c'était une nouvelle, genre 50 pages. Mais juste après ça... Déjà à l'époque, 50 pages. Ouais, Je rappelle 50 que pages. le livre, il est nous sommes dans les 300, 340 quelque chose. Moi, je ne me rappelle plus. Et justement, j'ai fini et après, on m'a fait un mail comme quoi, tiens, vous serez peut-être récompensé. Je croyais avoir le premier prix. Ouais, je croyais avoir le premier prix, je n'étais même pas, j'étais en déplacement. Et j'ai dit à Estelle Potin, qui est directrice artistique, d'aller prendre le premier prix. J'étais assez optimiste. Et après, j'ai eu des petits cadeaux à gauche, à droite. Ça m'a assez dérangé, mais légèrement. Et c'est un soir que je rallume l'ordinateur, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas eu le premier prix? Genre, mon histoire est assez nulle. Et là, ça m'a pris de début 2018, j'ai envie de dire, jusqu'à... Pendant le premier confinement, il faut dire que le confinement a apporté ses fruits. Okay. Genre le 8 mai, 2 jours avant mon anniversaire, je l'ai fini. J'ai fini 350 pages. Oh, j'avais même envie de rajouter, mais ça allait faire de trop. Donc ça inaugure un nouveau roman, une suite? On peut dire ça comme ça, mais plus trop sur ce domaine-là. Vous avez déjà tout dit? Vous pensez que vous avez épuisé toute la matière sur ce sujet? Peut-être de ma part, j'ai tout dit. Tu auras peut-être de mots à dire de ta part aussi. Tu sais, la guerre, chacun l'interprète à sa manière. La misère également. On va dire, comment ça? Vous parlez à la fin, vous parlez on revoit la mère de Chitwala. Ouais. Cet enfant, sa famille est morte, tout le monde est décédé, mais à la fin, on revoit encore la mère. Oui. Quel symbolisme vous donnez à cette partie, à cet épilogue? En fait, je savais même pas que tu allais trouver ça. Je pensais pas qu'il y aurait quelqu'un qui allait se connecter à cette idée. En fait, c'est que la mère de Chitwala a été violée. Okay. Elle a été violée. C'est une façon de donner l'importance. La mère, c'est le Congo. En fait, elle a été violée. On croyait qu'elle était morte, en quelque sorte, parce qu'on n'a plus parlé d'elle depuis que l'enfant a été enlevé et on parle plus. Toute l'histoire tourne autour de l'enfant. Mais ce qui s'est passé, c'est que à la fin, elle réapparaît avec une petite fille dans les bras qui s'appelle Nyota. Et pour moi, c'est une façon de dire que même pendant la guerre, on se relève et la guerre, c'est passager, quoi. Ça va passer et on se relève quand on fait comme un enfant. On reste pas par terre quand on tombe. Et du coup, la mère, elle se relève, elle réapparaît avec son plus beau bijou, avec la sœur de Chitwala. Comme quoi, la guerre va accoucher de la paix. C'est un peu ça, ce message, cette façon de voir, cette attitude qu'on doit intérioriser, nous aussi, Congolais, malgré les difficultés, malgré les contraintes. Exactement. Toujours se relever. Toujours se relever. C'est d'ailleurs une habitude qu'on a. On se dit, on vit le taux le jour. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien et je l'ai même écrit au Koibatikyo qui dit ouais, ça j'aime trop. C'est genre si tu tombes, on te laisse rêver et nous on continue la route. C'est ça l'esprit congolais. Il faut vivre comme ça. Il y a beaucoup de personnes en lisant le livre posent cette question, est-ce que votre père a été soldat? Non. Peut-être soldat dans l'état d'esprit, mais non, il n'a pas pris les armes. Moi non plus d'ailleurs. On m'a aussi posé cette question. Mais non, il désarmait les enfants soldats, il sortait les enfants de la rue qui étaient emprisonnés pour avoir volé ci ou ça. C'était juste un consultant, quelqu'un qui aimait aider les gosses, c'est tout. Qu'est-ce qu'il animait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il animait? Pourquoi? Je crois que c'était un côté humain. Pour ne pas dire un côté, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est le côté humain. En fait, quand tu es humain, tu sais comprendre certaines choses. Tu sais voir que l'autre est en détresse. On n'a pas besoin d'allumer les phares ou mettre, je sais pas. Tu sais voir et tu sais comprendre. Parenthèse, hier, comme je t'ai dit, j'ai croisé des petits enfants qui traînaient dans la rue et qui avaient besoin d'un billet 500 francs. Et il y a 2 messieurs qui ont appelé les petits à côté. Il était 19h et ils ont demandé aux petits de faire des acrobaties pour avoir ces 500 francs. Et les petits, il avait la tête en bas, les jambes en l'air, quitte à se péter le cou. Et moi, je l'appelle, je lui dis, mais c'est pas normal. Et l'autre, ça le faisait rire. Moi, par exemple, pour moi, lui, c'est pas un humain. C'est pas humain. Il peut avoir 6 ans. Tu comprends un peu. Et ils se chamaillent, je leur donne un billet 500 francs, qui devait se partager à 2 parce qu'ils étaient à 2. 250 francs chacun.
Malheureusement, 250 francs, ça n'achète même plus une baguette de pain. Mhm. On va rester sur cette histoire-là. C'est vrai que ce mal, on a l'impression qu'il est vraiment ancré, profond dans la société congolaise. On les voit un peu partout, ces chégués et tout ça. Quelle solution, si vous avez bien sûr des pistes de solution, si vous avez ce pouvoir-là, qu'est-ce que vous aurez mis en place pour que finalement, tant soit peu, ce mal-là disparaisse ou soit allégé? Déjà, j'aimerais bien avoir ce pouvoir-là. Tout seul, je crois que je peux pas. Avec toi, avec d'autres personnes, on peut le faire. C'est déjà de les encadrer, en fait. Tu sais, on dit toujours que les enfants, enfin la jeunesse, c'est le futur du pays. Pose-toi une question. Dis-toi dans 10-15 ans, que va devenir le pays? Avec tout ce qui fume, bombé et autres à côté. Réfléchis un peu. 1 minute. Pas beaucoup. Juste 1 minute. Et avec toutes celles qui traînent dans la rue, qui ont 13-14 ans, qui traînent dans le trottoir. Avec ceux qui ont 6 ans, qui savent comment voler. Après, on va les condamner, bien sûr, Moïse, Bindoki ou quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il y a des gens qui se posent la question pour savoir pourquoi ils sont là? En fait, faut pas toujours rejeter la faute aux autres, tu sais. Il faut juste les écouter et tu vas comprendre que tiens, mon père, il m'a eu et j'étais un enfant pas désiré. Il a dit que j'étais un sorcier avec les pasteurs. Bon, je sais pas qu'est-ce que le pasteur prêche déjà, qui prend le gosse et un daron conscient ne laisse pas son fils comme ça. Et il y en a beaucoup. Comme ça. Et déjà, moi, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est de dire les enfants de la rue. La rue n'accouche pas. C'est pas une mère, la rue. Elle prend juste les enfants que vous jetez, elle les forme à sa manière, c'est tout. Mais il faut changer les choses, il faut bien voir les bons côtés des choses. Déjà les orphelinats, les centres, tout ce qui est communauté, pour encadrer dans la bonne manière, c'est tout. Il y a des petits mots comme ça, j'aimerais dire, est-ce que ce sont des libanga? Au début on voit Elikia, on tourne quelques pages, on voit Lingwala. Qu'est-ce que veut dire ces petits mots que vous glissez ici et là dans votre roman? En fait, pour commencer avec Elikia, c'est le nom de ma mère. C'est un nom que j'aime bien. C'est parce que depuis très petit, depuis ça fait 10 ans maintenant, qu'on vit que par la foi, par son nom, par l'espérance. Que Elikia. Ça, que Elikia. Et c'est chaque jour comme ça. On peut avoir, on peut pas avoir, tout un Elikia, ça va aller. Et c'est comme ça, c'est un petit slogan en fait. C'est un mot d'ordre un peu comme à l'armée. On vit que par ça. Et Lingwala, parce que j'aime beaucoup cette commune. Elle m'a vu naître, j'ai passé toute mon enfance et presque toute ma vie, j'ai envie de dire. Je me suis fait des vrais amis là-bas. Et c'est une sorte de centre pénitentiaire, mais qui ressemble à une cour de récréation en même temps. Genre, on ne sait pas si on est coincé, on ne sait pas si on est libre. Et c'est que j'aime bien, il y a l'esprit qui est top là-bas. Bon, moi personnellement, on se connaît presque tous avec les potes du quartier. Et j'aime bien, et surtout que ça m'a beaucoup inspiré. Il y a des moments où j'étais coincé, je n'avais qu'à penser à mes potes, comment on allait jouer au foot ou comment on traversait des petits moments difficiles et ça revenait en un claquement de doigts. Mettons de côté la famille. Vous parlez de Lingwala, ce quartier, ce pénitencier, en même temps qui est une cour de récréation. Mettons de côté la famille. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui et que certains qui sont dans ce même quartier ne se retrouvent pas? On les traite chégués et tout ça. Qu'est-ce qu'ils doivent intérioriser ou mettre en pratique? J'ai envie de te dire la chance que j'ai eue, mais déjà le mot chance je l'aime pas. Je vais te dire que c'est le destin d'être tombé sur un très bon père, une très bonne mère et des frères et sœurs adorables. C'est tout. Là on revient sur la famille. On revient de toujours, la famille. Toujours la famille. Mais de toute façon, même toi t'es la famille, tu sais. On partage le même maquila. Au final, écoute, c'est exactement ça, mais aussi parce qu'avec beaucoup de sens des responsabilités, savoir faire la part de choses. Savoir que à cette heure-ci, je dois faire ci. S'organiser, c'est ça le mot qu'il faut. S'organiser, avoir un planning à suivre. Aujourd'hui, le livre a été vendu un peu partout. Je ne vais pas vous demander les chiffres, mais est-ce qu'il y en a encore? Comment se procurer le livre? Là, il n'y en a plus chez Awart, au siège des écrivains congolais à Bandalongwa. Mais je pense bien faire revenir une bonne quantité, parce que je crois qu'il y a encore des gens qui sont restés sur leur faim. Et il faudrait bien, et ceux qui en manquent surtout, il faut mettre à disposition de tout le monde, surtout des Congolais. C'était vraiment ça la chose qui me tapait trop dans la tête.
et qu'on se mette bien tous dans la lecture parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est intemporel la lecture. Vous avez des projets après Makila? Oui, j'en ai un, mais que je n'ai pas fini encore et j'ai besoin d'assez d'inspiration. Et je profite un peu de la famille, ouais, mais j'en ai. Un dernier message. Quel est le message que vous voulez justement que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes Congolais, la société congolaise retiennent, intériorisent de ce livre, Makila, qu'ils mettent en pratique aujourd'hui? Quel est le but d'ailleurs que vous avez assigné à ce roman finalement? C'est un message d'espoir, tu sais. Un message d'espoir où on se dit, bah écoute, peu importe ce qui arrive, et le lendemain sera meilleur, tu sais. Si le lendemain ne sera pas meilleur, le surlendemain. Si lui non plus il rate, bah écoute, on va toucher, peu importe. C'est juste ça, pas se dire, on va pas rester coincé sur une idée de, bon écoute, les carottes sont cuites, on vit la malédiction des charmes parce que nous sommes noirs, ou encore parce que, bah écoute, c'est la guerre, c'est les minerais du Congo, la richesse qui nous appauvrit, non. Peu importe, demain sera meilleur, c'est tout. Elvis, merci d'avoir répondu à notre invitation et faire part de ce beau contenu, Makila, qui vient de paraître et on vous souhaite un plein succès. C'est moi qui vous remercie. Et on attend encore plusieurs ouvrages comme ça qui nous rappellent notre beau et cher pays, comment nous devons travailler pour et son développement. Merci infiniment. Merci. À vous, on vous dit à la prochaine avec le même plaisir. Excellente soirée en compagnie des programmes de votre chaîne Éduc TV.